Il était le roi du rock and roll. Elle était l'étincelle la plus brillante d'Hollywood. Ensemble, Elvis et Anne-Margret ont créé un amour si électrique qu'il résonne encore aujourd'hui. Mais le monde n'a vu que le fantasme et non la réalité dangereuse. Derrière des portes closes, Elvis avait fait des promesses à une autre jeune fille, Priscilla, encore adolescente et qui espérait devenir sa femme. Anne-Margret a finalement révélé la vérité choquante sur ce qui s'est réellement passé et pourquoi leur alchimie irrésistible ne pouvait pas survivre. Un amour magnétique et interdit. La relation entre Elvis Presley et Anne-Margret reste l'une des romances les plus fascinantes et à bien des égards les plus troublantes d'Hollywood. Dès le début, leur attirance était indéniable. Anne-Margret, née Anne-Margret Olson dans un petit village suédois isolé, avait une énergie et une assurance qui la distinguaient de presque toutes les femmes qu'Elvis avait connues. Elle était déjà une star à part entière au début des années 1960, conquérant l'écran américain avec Bye Bye Birdie et imposant le respect grâce à une présence scénique audacieuse et enjouée. Elle savait chanter, danser, flirter, et tout cela avec une joie communicative qui captivait tout son entourage. Lorsqu'elle arriva pour tourner aux côtés d'Elvis dans Viva Las Vegas à l'été 1963, le duo semblait parfait, du moins en apparence. Les attachés de presse avaient organisé une rencontre officielle, Elvis en costume, Anne-Margret en col roulé blanc, tous deux à l'image polie et saine. Pourtant, tous deux ont admis plus tard avoir ressenti une décharge immédiate, une étincelle puissante et dangereuse. Anne-Margret se souvenait elle-même. Nous avons tous les deux ressenti un courant, une électricité qui nous a traversés instantanément. Cela allait devenir une force que nous ne pouvions pas contrôler. Cette force a rapidement transformé leur relation de travail en liaison amoureuse. Ils se ressemblaient d'une façon presque troublante. Tous deux venaient de milieux modestes, Anne-Margret d'un village suédois près du cercle polaire, Elvis des rues ouvrières de Tupelo et de Memphis. Tous deux étaient issus de familles simples et avaient vu leur vie transformée par un talent exceptionnel, et tous deux avaient compris très jeunes que se produire sur scène était plus qu'un métier. C'était une bouée de sauvetage, un moyen de survivre dans ce monde. En dehors de la scène, ils étaient étonnamment semblables. Chacun était naturellement timide, méfiant avec les inconnus, mal à l'aise face aux pressions de la célébrité. Mais devant un public, ils devenaient autre chose, magnétique, intrépide, plus grand que nature. Joe Esposito, l'un des amis les plus proches d'Elvis, a résumé cela en décrivant Anne-Margret comme la version féminine de toi. Cette ressemblance les a immédiatement mis à l'aise ensemble. Dès leur toute première répétition, en enregistrant des duos ludiques comme The Lady Loves Me et You're the Boss, ils ont trouvé un rythme naturel. Leur complicité était fluide, leur alchimie incontestable. Sur le plateau, ils se taquinaient et se défiaient mutuellement, créant une dynamique dont rêvent tous les réalisateurs. Elvis, qui avait l'habitude d'être la seule vedette de ses films, se sentit stimulé par la puissance d'Anne-Margret, son égale à l'écran. Loin des caméras, leur lien s'est approfondi rapidement. Ils étaient tous deux des oiseaux de nuit, plus heureux quand le monde dormait. Anne-Margret faisait partie des rares personnes qu'Elvis invitait dans sa suite privée, lui montrant ce visage vulnérable que si peu de gens connaissaient. Là, ils pouvaient oublier la pression de la gloire et simplement être eux-mêmes, raconter des histoires, écouter de la musique, rire. Anne-Margret comprenait le stress d'être scrutée, l'isolement de la célébrité, et elle le gérait avec une grâce qu'Elvis admirait énormément. Elle était aussi remarquablement simple, ce que son entourage respectait immédiatement. La Memphis Mafia, connue pour protéger Elvis avec férocité, appréciait Anne-Margret. Elle savait plaisanter avec eux sans crainte, tenir tête dans leur univers rude et ne jouait jamais les divas. Alan Fortas, l'un des amis d'Elvis,
a un jour taquiné Anne-Margret sur une tenue provocante en lui disant « Est-ce que tu pourrais faire 4 fois le tour du pâté de maison et ensuite me prêter ton pantalon ?» Et au lieu de s'offusquer, elle a éclaté de rire avec Elvis. Cet esprit décontracté a conquis tout l'entourage du King. Ce qui rendait Anne-Margret si parfaite pour Elvis, ce n'était pas seulement son statut de star, mais son énergie joyeuse et passionnée. Elle prenait des risques, faisait de la moto, dansait sans retenue, n'avait pas peur des projecteurs, mais n'en était pas dépendante non plus. Elvis était attiré par cette indépendance. En Anne-Margret, il ne voyait pas quelqu'un qui avait besoin de lui pour se soutenir, mais une égale, une femme dont la confiance en elle lui donnait un sentiment de liberté. Ensemble, ils pouvaient partir en balade sur sa Harley, échapper à la foule des hôtels et disparaître dans les rues de Los Angeles. Un soir resté célèbre, ils sont tombés en panne d'essence près de Venice et Overland et se sont rendus compte qu'aucun des deux n'avait d'argent liquide. Plutôt que de paniquer, ils ont ri et ont signé des autographes aux pompistes en échange d'un plein. Dans ces moments-là, leur monde était simple, pur, libéré de la célébrité. Leur lien était une force qui paraissait inarrêtable, la fusion de deux esprits qui semblèrent s'être attendus toute leur vie. Leur entourage l'avait remarqué. Même les journalistes commençaient à soupçonner qu'il ne s'agissait pas d'une simple romance de promotion hollywoodienne. L'énergie entre eux était trop vraie, trop vibrante, trop sincère pour être feinte. Un amour qui était condamné dès le premier jour. La liaison amoureuse entre Elvis Presley et Anne-Margret reste l'une des romances les plus captivantes, mais aussi les plus tragiques de l'histoire d'Hollywood. Pourtant, leur relation était destinée à se terminer, non par manque d'amour ou de compatibilité, mais à cause d'un enchevêtrement complexe d'obligations, d'attentes, de malentendus et de choix impossibles. L'une des premières fissures dans leur relation apparut en 1964, lorsque Anne-Margret se rendit en Angleterre pour la grande première de Viva Las Vegas. Là-bas, la presse britannique l'interrogea sans relâche sur sa relation avec Elvis. Connue pour son style franc et honnête, Anne-Margret ne nia pas leur histoire, même si elle n'a jamais confirmé explicitement des fiançailles. Les gros titres qui en résultèrent laissaient entendre qu'elle et Elvis allaient se marier, déclenchant une véritable tempête médiatique qui atteignit Graceland. Anne-Margret tenta de limiter les dégâts en appelant Elvis directement pour lui expliquer qu'elle avait été déformée par les journalistes et que ces derniers avaient exagéré ses propos. Elle insista sur le fait qu'il n'y avait aucun engagement officiel. Cependant, Elvis, déjà sous pression et dans la confusion à la maison, eut du mal à la croire complètement. Le choc émotionnel de lire des articles annonçant un mariage imminent le bouleversa, d'autant plus que cela entrait en conflit avec ses obligations privées envers Priscilla Beaulieu, qui vivait toujours à Graceland et l'attendait. Dans le même temps, Priscilla elle-même se montrait de plus en plus en colère et blessée. À peine âgée de 18 ans et tout juste diplômée du lycée, Priscilla supportait déjà le stress de devoir garder secrète sa relation avec Elvis. Les rumeurs de son idylle avec Anne-Margret la dévastèrent. Selon ses mémoires Elvis and Me, Priscilla affronta Elvis dans une rage incontrôlable après avoir lu un article sur des fiançailles supposées. Elle raconta avoir brisé un vase contre un mur, hurlé des accusations et exigé la vérité. Cette confrontation mit Elvis sous une pression énorme. Le colonel Tom Parker, le manager d'Elvis, fut également alarmé. Parker voyait en Anne-Margret une menace pour l'image soigneusement façonnée d'Elvis, ainsi que pour le projet à long terme de l'épouser à Priscilla, afin de stabiliser sa vie privée et son image publique. Parker intervint de manière énergique, rappelant à Elvis les promesses qu'il avait faites à Priscilla et à sa famille. Un engagement qui était devenu bien plus qu'une affaire personnelle, mais un devoir moral et culturel. Elvis se retrouva face à un choix douloureux et inévitable. Certains membres de son cercle rapproché, connus sous le nom de la Memphis Mafia, pensaient qu'il aurait pu choisir Anne-Margret si elle avait été prête à abandonner sa carrière pour entrer pleinement dans son univers. Mais Anne-Margret,
jeune étoile montante talentueuse, n'était pas disposée à renoncer à tout ce qu'elle avait construit. Abandonner son indépendance et ses rêves professionnels pour Elvis représentait un prix trop élevé, même par amour. En conséquence, leur relation commença à s'effondrer sous les pressions extérieures. Elvis cessa brutalement d'appeler Anne-Margret et refusa de répondre à ses messages. Elle lui envoya un télégramme avec le titre d'une de ses chansons, « Je ne comprends pas », mais ne reçut aucune réponse. Un jour, croisant des membres de l'entourage d'Elvis sur Sunset Boulevard, elle leur demanda ce qui n'allait pas, mais on lui répondit vaguement « C'est juste Elvis ». En réalité, Elvis se repliait sur lui-même, écrasé par les exigences du colonel, la colère de Priscilla et son propre sentiment de culpabilité et de loyauté. Symboliquement, leur plus proche approche d'un mariage eut lieu sur le tournage lors de la scène finale de Viva Las Vegas filmée à la Little Church of the West à Las Vegas. Entourés de caméras, ils mirent en scène un mariage fictif qui, pour eux, pour Priscilla et pour des millions de fans, paraissait étrangement réel. Mais ce n'était qu'une illusion. Après leur rupture, Elvis et Anne-Margret continuèrent à éprouver beaucoup d'affection l'un pour l'autre. Ils s'échangèrent des cadeaux, se soutinrent mutuellement dans leurs spectacles et maintinrent une chaleureuse amitié. Lorsqu'Elvis fit son grand retour triomphal à l'International Hotel de Las Vegas en 1969, Anne-Margret était dans le public, l'encourageant. En retour, Elvis continua à lui envoyer de magnifiques arrangements floraux en forme de guitare pour les débuts de ses propres spectacles à Las Vegas. Un geste qui toucha profondément Anne-Margret. Anne-Margret écrivit plus tard, dans ses mémoires publiées en 1994, que leur lien était unique et irremplaçable. Elle décrivit Elvis comme une âme sœur, un homme qui partageait son sens du spectacle, de la musique et même sa timidité hors scène. C'était une sensation étrange, gênante, drôle, inspirante et merveilleuse, expliqua-t-elle. Leur alchimie était indéniable, mais ils savaient aussi dès le début que leur amour était impossible à concrétiser pleinement. Elvis avait fait une promesse à Priscilla et dans son esprit, la trahir était impensable, malgré toute l'affection qu'il portait à Anne-Margret. La jalousie, les malentendus et la pression du public jouèrent également un rôle dans leur séparation. Lorsque les rumeurs de fiançailles se répandirent, Priscilla fut furieuse, disant à Elvis, selon Elvis and Me, « Je la déteste. Pourquoi elle ne reste pas en Suède, là où est sa place ?» La réponse sèche d'Elvis traduisait sa propre frustration face à la jalousie de Priscilla. « Je veux une femme qui comprenne que ce genre de choses peut arriver. Est-ce que tu seras cette femme ou non ?» Priscilla refusa de l'accepter et le conflit s'intensifia. Finalement, Elvis et Priscilla se marièrent en mai 1967, après des années de pression de sa famille et du colonel Parker. Anne-Margret poursuivit elle aussi sa route, épousant l'acteur Roger Smith seulement quelques jours après le mariage d'Elvis. Pourtant, leur amour ne mourut jamais complètement. Anne-Margret se souvenait que, 2 mois seulement après que tous deux se furent mariés avec d'autres, Elvis lui rendit visite en coulisses à Las Vegas, s'agenouilla et lui réaffirma combien il tenait encore à elle. En décembre 1972, 5 ans après la fin de leur brève romance, Elvis recontacta Anne-Margret alors qu'elle se produisait à Las Vegas. Il lui confia à quel point il se sentait seul et combien il tenait toujours à elle, mais elle refusa doucement de le voir, lui rappelant que leurs chemins avaient définitivement divergé. Malgré cela, ils conservèrent un profond respect et une véritable affection l'un pour l'autre jusqu'à la mort d'Elvis. Lorsque Anne-Margret assista à ses funérailles à Memphis en 1977, même Priscilla reconnut la sincérité de sa peine. Priscilla écrivit qu'elle avait senti la compassion d'Anne-Margret comme authentique et qu'à cet instant, elle partageait la même compréhension de ce qu'Elvis avait représenté pour elles deux. Un chagrin qui ne l'a jamais quittée. Lorsqu'Elvis Presley est mort le 16 août 1977,
Le monde entier a pleuré la perte du roi du rock and roll. Pourtant, pour Anne-Margret, sa mort fut un coup bien plus profond, bien plus personnel. Ce soir-là, le 15 août 1977, alors qu'elle donnait 2 spectacles à Las Vegas, Anne-Margret se sentit mal à l'aise. Quelque chose n'allait pas, sans qu'elle puisse l'expliquer. Pas de fleurs, pas de télégramme, pas de message, se souvenait-elle dans ses mémoires publiées en 1994, My Story. Elle essaya de chasser cette angoisse, mais au fond d'elle, elle sentait qu'un drame se préparait. Le lendemain matin, elle appela pour prendre des nouvelles d'Elvis et entendit la terrible nouvelle par la voix de Joe Esposito, l'ami de longue date et tour manager d'Elvis. Elvis était mort subitement à Graceland. Pour Anne-Margret, le choc fut écrasant. Dans des interviews ultérieures, elle avoua qu'elle ne se remettrait jamais de la mort d'Elvis. Elle expliqua qu'Elvis était devenu une partie permanente d'elle-même, de ses joies, de ses regrets, de ses succès et de ses peines. C'est rare d'avoir un ami comme Elvis, rare d'avoir une telle âme sœur, écrivit-elle, décrivant un chagrin qui ne disparaîtrait jamais vraiment. Quand Anne-Margret arriva à Memphis pour les funérailles d'Elvis le 18 août 1977, elle se fit remarquer. Elle était la seule personne de la période hollywoodienne d'Elvis à assister à la cérémonie, preuve de la place qu'elle occupait dans son cœur. Là, elle rencontra Vernon Presley, le père d'Elvis, qui lui dit des mots qu'Anne-Margret n'oublierait jamais. « Il était tellement fier de toi ». Cette phrase brève fut une confirmation émouvante de ce qu'elle avait toujours ressenti, qu'Elvis avait pour elle un profond respect, même après la fin de leur histoire d'amour. Bien qu'Anne-Margret ait rarement parlé en détail d'Elvis, depuis, par respect pour sa mémoire, son amour et sa loyauté envers lui n'ont jamais été remis en question. Tout au long de sa vie, elle l'a défendu face aux critiques qui se moquaient de lui ou le comprenaient mal. Elle a refusé de le réduire à des histoires de tabloïds ou à des ragots. À ses yeux, Elvis est toujours resté un homme complexe, vulnérable, dont l'art méritait la reconnaissance, pas le ridicule. En réfléchissant à leur relation après sa disparition, Anne-Margret reconnut que leur amour était intense, mais n'aurait pas pu durer dans le cadre d'un mariage. Leurs univers étaient tout simplement trop différents, et la jalousie possessive d'Elvis se serait heurtée à ses ambitions artistiques. Des amis comme Marty Lacker et George Klein partageaient cet avis, se souvenant à quel point Elvis souffrait même en regardant Anne-Margret jouer des scènes romantiques au cinéma. L'idée de partager sa femme, même à l'écran, l'aurait tourmenté. Et Anne-Margret n'était pas prête à abandonner son parcours artistique pour devenir une épouse star enfermée à la maison, aussi fort que fut leur amour. Au fil des ans, des fans se sont demandé si Anne-Margret aurait pu sauver Elvis de son déclin tragique. Elle a elle-même répondu à cette question avec douceur mais fermeté. Non, ses démons intérieurs étaient trop puissants, son univers trop isolé, ses fardeaux trop lourds. Même s'ils s'étaient mariés, sa jalousie et son besoin de contrôle les auraient probablement détruits. Avant tout autre, il y avait Priscilla. Avant les stars de cinéma, les gros titres de la presse à scandale ou l'interminable file de fans, il y avait Priscilla. Malgré toute la gloire, la fortune et la liberté d'Elvis Presley, elle restait la seule constante vers laquelle il revenait encore et encore. Elvis rencontra Priscilla Beaulieu en Allemagne de l'Ouest en 1959, alors qu'il servait dans l'armée américaine. Il avait 24 ans, déjà le plus grand phénomène musical du monde. Priscilla n'avait que 14 ans, élève de 3e dont le beau-père était stationné à proximité dans l'US Air Force. La différence d'âge paraît frappante aujourd'hui, mais à l'époque, Elvis voyait dans sa jeunesse une occasion de la guider et de l'influencer. Selon plusieurs témoignages, Elvis déclara à un ami que Priscilla était assez jeune pour que je puisse la modeler comme je veux. Ses parents étaient naturellement inquiets.
Pourtant, Elvis réussit à les charmer par ses manières sudistes et ses paroles respectueuses, leur assurant de ses intentions. Il vanta la maturité de Priscilla, les convainquit de sa sincérité et promit de se conduire de façon responsable. Peu à peu, les beaux lieux cédèrent, autorisant leur adolescente à passer du temps avec la superstar mondiale. Leur première rencontre tournait autour de la musique et de longues discussions. Elvis chantait pour Priscilla, notamment des chansons comme « Are You Lonesome Tonight ?» pour l'impressionner et la rassurer. Une partie de l'attrait de Priscilla pour Elvis venait de la ressemblance qu'il trouvait avec sa propre mère, Gladys Presley, décédée l'année précédente. Cette familiarité devint un point d'ancrage émotionnel, faisant de Priscilla non seulement un intérêt amoureux, mais aussi une source de réconfort et de stabilité. Pendant qu'ils se rapprochaient en Allemagne, Elvis insista pour que leur relation reste non consommée. Son idéal était d'épouser une jeune fille pure, tout en continuant à fréquenter d'autres femmes de façon plus informelle. Après son retour en Amérique en 1960, Elvis resta en contact avec Priscilla, lui envoyant des lettres dans des enveloppes roses vifs pour se démarquer de sa montagne de courriers de fans. Ses parents la mirent en garde de ne rien espérer, mais en 1962, Elvis l'invita à lui rendre visite à Los Angeles. Ce qui suivit bouleversa la vie de Priscilla. Elle partit à Las Vegas avec Elvis, puis passa Noël à Graceland. Il lui demanda de venir s'installer définitivement aux États-Unis pour terminer le lycée à Memphis. D'abord réticents, ses parents finirent par accepter après qu'il leur eut garanti qu'elle vivrait chez son père et sa belle-mère et promis un mariage à l'avenir. Priscilla s'immergea alors totalement dans l'univers d'Elvis. Elvis prit le contrôle de presque tous les aspects de l'image de Priscilla. Il lui demanda de teindre ses cheveux bruns en noir, de les coiffer en pompadour haut comme lui et de porter un maquillage spectaculaire. « J'étais la poupée vivante d'Elvis », avouerait plus tard Priscilla. Elle modifia son apparence, ses habitudes et même sa routine quotidienne pour s'adapter à lui. Elvis attendait d'elle qu'elle reste éveillée pour suivre son mode de vie nocturne, l'encourageant à prendre des somnifères et des amphétamines pour s'adapter. Pour Priscilla, le prix à payer pour être la compagne d'Elvis était une adaptation totale. Leur relation resta physiquement limitée malgré leur proximité, en partie à cause de la vision complexe d'Elvis sur la pureté. Parallèlement, il entretenait d'autres romances avec des partenaires de cinéma et des admiratrices. En 1966, le colonel Tom Parker, le puissant manager d'Elvis, commença à s'inquiéter de l'image d'une jeune fille non mariée vivant à Graceland. Il poussa Elvis à la demander en mariage, craignant un scandale public. Elvis s'exécuta, lui offrant une bague et lui proposant de l'épouser, même si aucun des deux n'était réellement convaincu que c'était le bon moment. Le 1er mai 1967, ils se marièrent lors d'une brève cérémonie à Las Vegas. Priscilla avait presque 22 ans, Elvis en avait 32. Leur nuit de noces fut la première fois où ils devinrent véritablement intimes. Peu après, Priscilla tomba enceinte de leur unique enfant, Lisa Marie Presley, née en février 1968. Un instant, leur nouvelle vie de famille sembla prometteuse. Mais les fissures apparurent rapidement. Elvis craignait l'impact de la paternité sur sa carrière et se referma sur lui-même. Priscilla, qui avait accepté de se façonner selon la vision d'Elvis, commença à redécouvrir son indépendance. Elle prit des cours de karaté, se forma de nouveaux cercles sociaux et eut même une liaison avec son professeur, Mike Stone. En 1972, Priscilla annonça à Elvis qu'elle le quittait. Bien qu'anéanti, Elvis accepta son choix. Leur divorce fut finalisé en 1973 après 6 ans de mariage sans amertume publique. Quand tout fut terminé, Elvis lui chanta une chanson dans la salle d'audience. En pleurs, il lui dit « Tu resteras toujours l'amour de ma vie ». Priscilla écrivit plus tard ses mémoires, Elvis and Me, qui offraient un regard sans fard sur leurs années passées ensemble. Elle y reconnaissait la profondeur de leur lien, mais décrivait aussi combien il était devenu étouffant.
Elle s'était sentie perdue dans son univers et partir était la seule façon de retrouver son identité. Même après la fin de leur mariage, Priscilla resta protectrice de l'héritage d'Elvis. Lorsqu'il mourut subitement en 1977, elle fut choquée et profondément affectée. Dans des interviews, elle raconta combien il était douloureux de voir la foule immense alignée le long du parcours funéraire, rappel brutal de l'amour que le monde lui portait. Elle expliqua aussi qu'elle ne s'était jamais vraiment remariée après Elvis, estimant qu'aucun homme ne pouvait se comparer à lui. Alors, qu'en pensez-vous? Anne-Margret était-elle vraiment le grand amour de la vie d'Elvis? Les choses auraient-elles pu être différentes s'il l'avait choisie à la place de Priscilla? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié ce regard sur les secrets de la romance explosive entre Elvis et Anne-Margret, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner pour découvrir encore plus d'histoires méconnues d'Hollywood. Activez la cloche pour ne jamais manquer une mise à jour sur les légendes de la musique et du cinéma.